Salut tout le monde, bienvenue dans la famille, le podcast immobilier, et c'est l'épisode numéro 9 aujourd'hui. Un épisode que je fais absolument pas préparé, mais dans le fond, ce podcast-là, c'est de vous parler des sujets que normalement je connais bien. Je me suis préparé quelques petites statistiques, mais aujourd'hui, c'est un des épisodes que je trouve qui est le plus crunchy, parce que là, on va parler de vendre par soi-même, donc sur diverses plateformes, mais en autant que tu n'avais pas de courtier, ou vendre avec un courtier. Puis je vais vous donner les avantages, mais aussi le dos de la médaille, à mon opinion, à moi. Donc, ce n'est pas la science infuse, là, hein? Détrompez-vous, ce n'est pas la science infuse. C'est mon opinion, puis ce que j'ai pu voir dans les 8 dernières années, des avantages et des inconvénients de chacune des situations. Mais je vais commencer par vous donner quelques petites statistiques, les statistiques les plus récentes des ventes par un courtier versus ventes directement par le propriétaire pour le mois de novembre. Et on va passer au travers de différentes régions / provinces. Fait qu'au Québec, en novembre 2022, c'est 96,9% des transactions qui ont été effectuées par un courtier. Ce qui reste, là, 3,1% des transactions qui ont été faites directement par le propriétaire. En Estrie, donc plus proche de chez nous, c'est 93,9% des transactions qui ont été effectuées par un courtier, ce qui veut dire qu'il reste 6,1% pour les propriétés qui sont à vendre directement par le propriétaire. Plus précisément, à Magog, 91,4% des transactions effectuées par un courtier, à Sherbrooke, 91,7% et à Granby, 98,6%. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour ceux qui vendent directement par eux-mêmes. Et ça, c'est des statistiques faites par une firme privée. Donc, c'est pas moi là, qui est allé comptabiliser ça puis qui a mis les stats à mon avantage. C'est les statistiques là, qui sont faites à l'externe. Donc, ça ne vient pas de moi. Ce qui veut dire qu'en Estrie, là, c'est 6,1% des transactions qui sont faites directement par le propriétaire et le reste, donc le 93,9%, est fait par des courtier. Puis là, on se pose la question, OK, mais pourquoi les gens voudraient quand même, malgré cette statistique imposante-là, décider de vendre par eux-mêmes? Et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour chaque avantage que je vais mentionner, c'est plate, là. Je le sais, là, je vais avoir l'air d'avoir un parti pris, mais je vais vous dire plusieurs désavantages que j'ai l'impression que ces gens-là, ou que vous, ou que les prochains vendeurs par eux-mêmes vont vivre. Parfait. Je vais essayer d'être là, le plus neutre, je ne serai pas neutre. Je ne serai pas neutre parce que je suis courtier immobilier, puis j'ai décidé d'être courtier immobilier parce que je pense que dans une transaction immobilière, comme dans un procès légal, comme dans un branchement de panneaux électriques, comme dans une chirurgie, c'est important d'avoir un professionnel qui vient instrumenter cette opération-là, cette transaction-là. Fait que je ne serai pas tant neutre, mais je vais essayer d'être un poli respectueux et de laisser de côté les animosités que je peux avoir envers certaines situations qui se sont déjà passées dans mon travail. Premièrement, un des avantages, pourquoi je vendrais tout seul, c'est pour ne pas payer de commission. On va commencer avec le plus clair, là, sauver la commission. Fait qu'on va se dire, une maison de 500 000, là, si tu prends un courtier à 6%, c'est 30 000 $ que tu sauves. Si tu prends un courtier à 4%, c'est 20 000 $ que tu sauves. Puis si tu prends un courtier à 2%, c'est 10 000 $ que tu sauves. Quand même des montants qui sont importants. Là, hein? Tu sauves de la commission en masse. Là. Je veux dire, c'est 30 000 $ de moins que tu as besoin de sortir de tes poches pour réaliser la transaction immobilière que tu veux faire. C'est impressionnant. De l'autre côté de la médaille, ça commence. Aux États-Unis, on dit que... Puis là, j'ai pris la stat la plus basse parce que j'ai vu des statistiques vraiment, là, à la limite du farfelu. J'ai vu de toutes les statistiques, mais j'ai pris la plus basse que j'ai pu trouver. Aux États-Unis, en 2022, les maisons vendues directement par un courtier se sont vendues 5,5% plus cher que ceux qui ont été vendus directement par le propriétaire. Ce qui veut donc dire que si tu signes un courtier à 6%, t'es kiff pas mal, hein? Tu as payé un petit peu pour les services, mais tu ne perds pas bien d'argent. Dès que tu as un courtier qui te charge moins que 5,5% de rétribution, tu es gagnant. Selon la statistique la plus basse aux États-Unis,
Tu es gagnant à partir du moment que tu signes un courtier, mettons qu'on va dire là, à 5 5 est bas, là, tu sais que tu rentres dans ton argent, en plus de tous les avantages que ça va t'apporter, mais tu rentres dans ton argent. Fait que, est-ce qu'on peut dire que tu sauves de la commission? Définitivement. Est-ce qu'on peut dire que tu fais plus de profit en vendant toute seule? Non. À vrai dire, tu fais plus de profit juste si tu signes un courtier à 6 puis qu'il est flat sur la moyenne des États-Unis. Là. Mais si il est très performant et qu'il réussit à vendre ta maison à 7 de plus, 8 de plus, 9 de plus que ce que tu aurais vendu seul, à partir de ce moment-là, tu fais du profit. C'est du profit de plus. Fait que, ou bien tu sauves ta commission ou tu fais plus d'argent. Fait que c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Deuxième avantage, je peux être présent à toutes les visites. Il y a des propriétaires qui veulent être présents à toutes les visites pour dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait les rénaux, pourquoi ils ont fait telle chose, pour voir les acheteurs, essayer de les saisir pour la sécurité de la place, pour être sûr de ne pas se faire voler rien, parce qu'ils veulent gérer le processus de visite. Fait que ça, c'est un avantage que tu as quand tu vends toute seule. Le flip side de ça, ben premièrement, tu offres une piètre disponibilité. Fait qu'à moins que tu travailles pas. Hein? Si tu ne travailles pas, tu offres une super bonne disponibilité parce que tu es tout le temps chez vous et tu es tout le temps prêt. Ça balle, prêt à faire des visites. Mais si tu travailles, mettons, de 9 à 5, ça veut dire que du lundi au vendredi, de 9 à 5, tu ne peux pas faire visiter. En plus de tout, tu reviens après ça, puis là, tu as les enfants, tu soupes, Fait que ça veut dire qu'il reste, là, tu sais, mettons que tu soupes de 5... Tu arrives chez vous à 5h15, tu prépares le souper, pif paf pouf, 5h30 parce que c'était pas mal près, c'était de la mijoteuse, tu manges jusqu'à 6h, ramasses les assiettes, fais le ménage, tchic, 6h30, c'est prêt. Les enfants se couchent, mettons, à 7h30, ça veut dire que tu as 1 heure de visite. Fait que du lundi au vendredi, tu as de 6h30 à 7h30 pour faire des visites. C'est une piètre disponibilité possible. Quand tu fais affaire avec un courtier immobilier pour vendre ta maison, premièrement, ton courtier travaille temps plein, fait qu'il est tout le temps disponible pour faire visiter. Les autres courtiers qui ont des acheteurs, ils n'ont pas besoin que ton courtier soit là pour faire visiter, fait qu'eux peuvent venir visiter n'importe quand que tu n'es pas là super facilement, les fins de semaine, les soirs et la semaine de jour. Donc, l'éventail de possibilités au niveau de l'horaire là, est définitivement plus grand. Deuxième raison pourquoi je pense que c'est pas un avantage d'être présent à chaque visite, c'est que ça brise la communication. Les acheteurs entre eux, fait que mettons monsieur, madame ou monsieur, là, peu importe c'est quoi le couple qui visite ou même une personne toute seule qui est avec son courtier, peu importe, la communication doit être facile pour que tu puisses régler tous les questionnements possibles reliés à la propriété directement on the spot. Pour que tu puisses aussi naturellement exclamer tes observations sans filtre, hein, sans te retenir directement dans la maison. Fait que si tu trouves quelque chose de fucking laid, t'es capable de dire « c'est fucking laid ça, on va te défaire ça », même si ça vient juste d'être fait. T'es capable aussi de régler les questionnements. Est-ce que le garde-robe est plus grand, plus petit qu'à la maison, chérie? Ah non, il est plus grand. Moi, je pense qu'il est plus petit. Puis là, on le tape, puis on fait comment? Non, il est plus grand finalement. Fait que tu ne gardes pas des questions qu'après ça, tu vas te poser quand tu vas être rendu à l'extérieur. T'es capable de tout régler ça on the spot. T'sais, si tu as quelqu'un, exemple, un courtier qui est d'expérience avec toi, puis là, tu sais, tu fais, hey, on serait-tu capable d'ouvrir? Ouais, on serait capable de défoncer tel mur, telle affaire, mettre ça là, enlever le plancher. Fait que tu es capable de discuter facilement, librement, puis de prendre ton temps, descendre en bas, remonter en haut, aller voir la chambre, retourner voir l'autre chambre encore. C'est pas... T'as pas de stress, t'as pas de pression, t'as 1 heure pour faire ta visite, puis t'as fait comme tu veux. Puis tu dis ce que tu veux. Fait que ça, là, la communication libre, c'est quelque chose qui est super important puis que les gens auront assurément pas si le propriétaire puis les enfants, mettons, du propriétaire sont là dans le salon en train de checker la TV puis tu as le propriétaire qui te suit durant ta visite. Je te confirme, cette communication-là, tu l'as pas. Les propriétaires, des fois, puis ça m'est arrivé parce que j'ai fait quand même plusieurs visites avec des clients acheteurs sur des maisons vendu directement par le propriétaire. Des fois, les vendeurs se mettent le pied dans la bouche. T'sais, ils vont parler de telle affaire ou ils vont juste parler de choses qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas important à ce stade-ci de la transaction, qui va venir teinter la potentielle appréciation de la propriété des acheteurs. Fait que c'est pas une bonne chose de trop en dire. Laisse vivre les acheteurs leur premier feeling, là, puis après ça, on verra voir les choses qui sont importantes à mentionner. Puis normalement, les choses qui sont importantes à mentionner là, sont dites dans la déclaration du vendeur. Fait que, donne-moi la déclaration, puis après ça, j'ai plus tant besoin de toi pour la première visite. Fait que,
ça se peut que tu te mettes les pieds dans la bouche si tu es présent à la visite. Puis la quatrième raison pourquoi je pense pas que c'est un plus d'être présent à chaque visite, c'est que les acheteurs vont juger le propriétaire. Même s'ils n'achètent pas le propriétaire, ils vont le juger. Le jugement, là, c'est naturel, c'est automatique, ça se fait, puis tu ne décides pas ça. Fait que si le propriétaire, ça a l'air d'être un esti de BS, puis que la maison est top-notch, ça reste que ça met un doute. Fait que si le propriétaire n'est pas là puis que la maison est top clean, il n'y a rien qui a l'air BS. Tu comprends? Puis là, c'est pas péjoratif. Là. Vous savez ce que je veux dire par BS. Là. C'est pas, je veux pas parler de personnes qui sont en situation difficile. Quelqu'un qui a de l'air mal propre, qui n'a pas de l'air... Vous savez ce que je veux dire. Hein? Fait qu'on juge la personne qui habite à l'intérieur, pourtant on n'achète pas la personne qui habite à l'intérieur. Fait que ça, c'est les 4 raisons pourquoi moi je pense qu'être présent, c'est pas un avantage, mais il y a des gens qui trouvent que c'est un avantage et je respecte définitivement ça. Troisième raison pour laquelle je voudrais vendre seul, c'est de choisir un acheteur coup de cœur. Tu sais, quelqu'un, moi j'étais une famille, j'ai élevé mes enfants ici, j'aimerais savoir une famille qui élève ses enfants ici, ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui a un coup de cœur. Puis là, tu sais, quelqu'un qui fit avec le voisinage. Mon voisin, je l'aime tellement. Fait que ça, c'est le fun quand tu vends toute seule parce que tu es capable de choisir ton acheteur. Le flip side de ça, c'est que ça se peut que tu perdes d'argent. Pourquoi? Parce que tu gères tes décisions sur l'émotion, sur la connectivité avec la personne, sur la connexion, sur ton feeling, versus le baser sur est-ce que les critères de décision sont sans risque, avantageux financièrement? Est-ce qu'ils sont bénéfiques à mon projet? Fait que ça, là, c'est quelque chose qui est, juste d'après moi, là, plus important que d'avoir quelqu'un qui fit dans la maison parce que toi, tu as vécu ça et tu aimerais ça que la prochaine personne vive la même chose. Tu vends un bien immobilier. Ton objectif, c'est probablement d'aller ailleurs avec un autre projet, fait que de racheter quelque chose ou de partir en van toute ta vie jusqu'au Mexique. Peu importe. La vente de ta propriété, c'est un bon tremplin financier qui va t'aider dans ton prochain projet. Fait que prends tes décisions pour, premièrement, t'avantager financièrement. Deuxièmement, diminuer le risque relié à la transaction, puis avoir une offre qui est la plus bénéfique globalement possible. Fait que si tu prends ta décision sur le feeling, sur l'émotion, il y a des bonnes chances que ça ne soit pas en ligne avec tes avantages à toi. Fait que d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur de la transaction, bien lui, il n'est pas basé sur l'émotion. Lui, il est là pour analyser le risque, te donner le plus de chances de réussir ta transaction avec les meilleures conditions à meilleur prix. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que c'est pas nécessairement bénéfique de choisir un acheteur coup de cœur. Quatrième avantage, de moment on est rendu à 4, hein? Quatrième avantage de vendre soi-même, c'est de gérer soi-même la négociation. C'est le fun parce que tu n'es pas réglementé, tu n'as pas de déontologie, fait que tu peux faire un peu ce que tu veux, puis ça m'est déjà arrivé. Là. À Rock Forest, il y avait une maison qui était vendue sur du proprio, mes clients étaient vendus, j'enlève le mot du proprio, qui était vendu directement par le propriétaire. On visite, coup de cœur, on dépose une offre d'achat, bingo. Il y a 5 offres d'achat déposées en même temps. Fait que là, on dépose notre offre, une super bonne offre avec des bonnes conditions. T'sais, on reçoit un appel. Ouais, salut François, je suis le propriétaire de telle adresse. On a pris en considération toutes les offres. Là, ton offre est vraiment bonne. Est-ce que tes clients voudraient peut-être augmenter à tel prix? Fait que là, je fais, je vais regarder avec mes clients. Là. Est-ce que ça finaliserait la transaction? Pas mal sûr qu'on irait avec tes clients là, s'ils vont à tel prix. Parfait. Parle à mes clients, décide de faire la modification, je signe ça, j'envoie ça, bingo. Il me rappelle 25 minutes après. Hey, François, je suis désolé de te déranger, je me sens vraiment mal, mais là, tu sais, j'ai dit à un autre client, tu sais, que finalement, j'avais tel prix, puis ils ont monté leur prix. Mais là, si tu es capable de monter à tel prix, hein, plus élevé, on irait potentiellement avec toi, là. Tu sais, là, je pense pas qu'ils vont remonter, là. Là, j'étais de même. Sacrement. Je suis d'un encan, moi? J'ai-tu un chapeau de cow-boy? Tu parles-tu vite? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Tu peux pas dire mon prix, pogner mon prix, aller voir l'autre, et dire tu montrais-tu de 5 000? Finalement, il monte de 5 000, revenez me voir. Là, on a 5 000 une fois, on a 5 000 deux fois, on a fait ça. Oh, on a 10 000 une fois, on a 10 000 deux fois, on a 10 000 trois fois, qui est prêt avec quelqu'un. Non, c'est pas un encan. Mais sur la vente directement par le propriétaire, vous n'êtes pas réglementé, fait qu'on peut faire ça.
Fait que ça, c'est un avantage. Par contre, de gérer la négociation soi-même, ça fait que ta petite boule d'émotion, ou si vous êtes 2-3 propriétaires, vos petites boules d'émotion ensemble vont venir teinter la négociation. Puis des fois, tu demandes pas assez, des fois, tu demandes trop, des fois, tu ne demandes pas les bonnes affaires. Fait que cette émotion-là vient pas être statistique, réfléchie, elle est émotionnelle. Fait que ça aide pas à avoir le sang-froid dans la négociation, puis ça, ça fait que des fois, les demandes sont un peu saugrenues, sont mal apportées, puis sont pas justifiables. Deuxièmement, les habitudes du courtier d'aller en négociation sont établies. C'est normal pour nous. Ça arrive à quasiment, là, avec la COVID, ça arrivait vraiment moins, mais normalement, négocier, tomber en négociation, c'est une conversation contractuelle, puis on est habitué de faire ça. Donc, c'est sûr que ça nous met dans une aisance, puis on est confortable de tomber dans cette situation-là, puis on connaît qu'est-ce qui va se passer, puis comment faire les choses. Moi, personnellement, j'ai des formations en négociation, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations. Donc, j'ai des principes et des concepts à utiliser et à appliquer dans une négociation qui va venir aider mon propriétaire ou mon acheteur à avoir des avantages dans cette négociation-là. Quatrièmement, on est réglementé. Donc, ça crée une certaine confiance avec l'acheteur parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de n'importe quelle façon. Puis ça, cette réglementation-là, cette procédure-là, c'est un peu comme si tu te fais poursuivre en justice. Tu prends un avocat parce qu'il connaît les mœurs, il connaît les pratiques, il connaît les réglementations, puis tu vas être sûr de bien suivre les choses puis que ça se passe legit. C'est la même chose quand tu prends un courtier. On est réglementé, on a une formation, on est habitué, on n'est pas émotif. Fait qu'on est là pour t'aider. Fait que ça, c'est les raisons pour lesquelles je pense pas que de gérer soi-même la négociation soit un avantage. Cinquième chose, avoir accès à des pros. Fait que si tu utilises un service publicitaire professionnel vert, là, ils ont vraiment beaucoup d'outils. Notaire, évaluateur, un coach. Fait que tu es capable d'avoir des professionnels qui vont venir t'aider à la pige dans ta transaction si jamais tu as besoin d'aide. Par contre, le flip side de ça, c'est que nous, exemple, les courtiers, on a un cercle de références avec lesquels on est habitué de travailler. Moi, ça fait 8 ans que je vais être courtier. J'ai des courtiers hypothécaires avec lesquels je ne travaille plus jamais. Il y en a d'autres que je veux absolument avec lesquels, que je suggère fortement à mes clients de travailler avec. Même chose pour les notaires, parce qu'on a eu des bonnes transactions, on a eu une bonne expérience, puis on le sait que ça va bien se passer. En plus de ça, on a une communication facile avec ces professionnels-là, ce qui veut dire que tout le long de la transaction, de la réalisation des conditions, on va être capable d'avoir un échange de communication simple, efficace, puis on va être capable de trouver des solutions si jamais il y a des embûches avant même que les embûches arrivent. J'ai une situation où on a accepté un offre d'achat, puis moi, je représente le vendeur, on accepte l'offre d'achat d'un acheteur, j'envoie les documents à son institution financière, il est déjà préautorisé pour beaucoup plus que le montant de l'offre d'achat et tout d'un coup, ça bloque parce que la personne n'avait pas les fonds dans son compte depuis plus que tant de temps, puis là, il ne pouvait pas. Bref, c'était compliqué. Fait que là, j'écris à la personne dans l'institution financière du client acheteur, j'ai écrit un courriel, pas de réponse. J'ai réécrit un courriel en fin de journée, pas de réponse. J'appelle, je laisse un message. Le lendemain, pas de réponse. La fin de semaine passe, pas de retour d'appel. Lundi, pas de retour. Cette personne-là a déjà travaillé avec moi dans un autre emploi, fait que je la texte sur Messenger, que je fais pas normalement, mais tu sais, elle me dit « Ouais, il faudrait que tu parles avec ton client, je peux pas parler avec toi. » Sacrément, j'appelais juste pour trouver une solution, pour éviter à ce client-là, qui a fait des démarches avec vous, d'aller dans une autre institution financière pour obtenir son approbation. T'sais. J'essaye de vous aider d'obtenir une hypothèque de plus. Je vous apporte de la business et je sécurise la business chez vous. Du coup, je sécurise ma transaction. Impossible. Fait que ce bris de communication-là, cette difficulté de communication-là, là, c'est quelque chose que je ne vis pas quand c'est des gens que je réfère. Une autre situation, juste pour que tu comprennes à quel point c'est important de faire affaire avec des gens qui se connaissent et qui ont l'habitude de travailler ensemble.
j'ai un client, on close une transaction, ça se finit, pif paf pouf, là, tout est fait, il reste juste le notaire. J'y envoie la suggestion de 3 notaires, dont un que je fais comme, la majorité de mes clients, 80% de mes clients passent avec ce notaire-là, puis il est vraiment bon. Moi, personnellement, c'est lui que j'utilise. Pour tout ce que je fais qui a besoin d'un notaire, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Je te le conseille fortement. Puis souvent, j'ai eu des bonnes expériences où il m'a sauvé les fesses. Là, il a trouvé des solutions de spot, des petites affaires de dernière minute, puis il est capable de me donner un bon coup de main. Non, décide d'y aller avec un autre notaire. Ben, check bien ça. À matin, direct là, à l'heure où on se parle, au moment d'enregistrement, mon client est supposé d'être chez le notaire pour signer son acte de vente. Et malheureusement, il ne peut pas être là et sa transaction est delay, est repoussée jusqu'au 28 décembre. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 20. Donc, 8 jours plus tard, parce que le notaire, malheureusement, il n'est pas prêt. Il a donné les mauvaises instructions à l'institution financière, il n'a pas reçu les fonds, donc il ne peut pas procéder à la vente parce que les fonds ne sont pas dans son compte. Ça, là, c'est quelque chose qui n'est pas supposé d'arriver. Puis c'est plate parce que j'ai fait la suggestion, tout allait bien, on a choisi d'aller avec un autre notaire, on avait top confiance, puis là, tout le monde subit cette mauvaise décision-là qu'on ne savait pas d'avance. C'est pas la faute de mon client, là, mais l'acheteur peut pas acheter. Hein? Le courtier de l'acheteur du vendeur est obligé de dire à son vendeur qu'il ne peut pas passer chez le notaire. Le vendeur ne peut pas vendre. Il faut qu'il garde son prépond pour sa nouvelle acquisition plus longtemps. Il y a des frais associés à ça. Toute cette merde-là aurait pu être évitée en faisant affaire avec un professionnel avec lequel on a l'habitude de travailler, puis on sait que tout va bien se passer parce que les procédures sont en place pour que ça se passe bien. Fait que d'avoir accès à des professionnels, c'est une chose, mais d'avoir accès à des professionnels qui se communiquent tout ensemble et qui prennent en charge les responsabilités de trouver des solutions si jamais ça accroche, ça, c'est super important. Puis c'est pas quelque chose que tu as accès quand tu fais affaire directement avec une compagnie de publicité qui t'offre des professionnels à la pige. Le dernier avantage, pourquoi je vendrais seul? Ben, tu peux mettre des conditions pour que les acheteurs viennent visiter. Genre, mettons, tu ne viens pas visiter si tu n'as pas de préqualification, de préautorisation hypothécaire. Qui est une chose intéressante d'une autre situation, d'un autre point de vue, c'est un peu de la merde. Je t'explique pourquoi. Premièrement, plus que tu as de visites, plus que tu as de chances de vendre. Fait qu'en refusant des visites, tu réduis ta probabilité de vendre. Puis là, tu me diras, ouais, mais quelqu'un qui n'a pas le cash pour payer, je ne veux pas qu'il visite. S'il n'a pas sa préautorisation, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le cash pour payer. Ça veut juste dire que malheureusement, il n'a pas encore sa préautorisation dans ses courriels. Mettons, je te donne un scénario, là, un multimillionnaire qui vient acheter un pied-à-terre à Sherbrooke parce qu'il aime donc Sherbrooke puis les cantons de l'Est, n'aura pas une préqualification hypothécaire. Hein? Il s'en contrebat les couilles parce qu'il est multimillionnaire. Fait qu'il n'a pas besoin de savoir « je peux-tu acheter la maison ?» Il va acheter la maison parce qu'il a clairement les fonds. Fait que lui, il n'est pas prêt, mais il sait que ça marche. Fait que, évidemment, quelqu'un qui a une préautorisation hypothécaire, ça démontre une certaine préparation, un certain sérieux, une certaine capacité financière. Mais je te mets un petit avertissement. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'une préautorisation hypothécaire a été donnée, mettons, pour, on va dire, 300 000, puis le dossier a été rapidement monté par l'institution financière. On fait une offre d'achat à 280 000, c'est accepté, l'inspection est faite, l'inspection est bonne, est belle, on passe cette condition-là, il reste juste le financement et tout d'un coup, dans le processus, en demandant tous les documents du client, tous les documents pour monter la transaction, monter la demande, on trouve une tâche à son crédit qu'on n'avait pas vue en faisant la préautorisation hypothécaire, puis finalement, le client ne peut pas acheter tout seul, il faut un co-emprunteur, puis il n'est pas capable d'en trouver, fait que la transaction a chié. Pourtant, la personne avait une préautorisation hypothécaire. Fait que c'est pas gage de réussite automatique, déjà d'avoir une préautorisation hypothécaire. Puis le fait de diminuer le nombre de visites puis le nombre d'acheteurs potentiels qui viennent visiter, c'est vraiment quelque chose de négatif et de néfaste pour ta transaction. Donc, je ne le conseille pas. Fait que
les 6 avantages, là, qui est de sauver la commission, d'être présent à chaque visite, de choisir son acheteur coup de cœur, de gérer soi-même la négociation, d'avoir accès à des professionnels à la pige, de pouvoir décider de mettre des conditions pour visiter. Quand tu réfléchis à ça, puis tu pousses un peu plus la réflexion, puis tu regardes là, l'envers de la médaille, tu trouves que finalement, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Puis c'est potentiellement pour ça qu'il y a 96,9% des transactions en novembre qui ont été conclus par un courtier parce que les gens se sont rendus compte que la meilleure alternative pour moi, c'est assurément de prendre un professionnel pour m'aider. Mais l'important, là, pour finaliser cette capsule-là, puis l'épisode numéro 9 du podcast, l'important, c'est que tu sois confortable dans ton choix. Pour être confortable dans ton choix, il faut que tu évalues toutes tes options pour pas que tu le regrettes. Hein? Si tu fais juste décider de prendre une option, là, puis tu ne regardes pas le reste, là, ça se peut que tu regrettes. Mais si tu évalues, tu réfléchis, puis que tu décides quelque chose, normalement, tu ne devrais jamais le regretter. Parce que tu as pris le temps de bien analyser, tu as pris une décision, puis tu vas assumer les conséquences positives ou négatives, fait qu'il n'y aura pas de regret. Est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Peut-être que oui, mais il n'y aura pas de regret. Fait que l'important, là, si tu veux te lancer dans une transaction immobilière, pour être confortable avec ton choix, puis éviter d'avoir des regrets, évalue toutes les options qui s'offrent à toi, puis je pense que tu as fait les bonnes démarches pour réussir ton projet. Je vous remercie énormément d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca ou vous pouvez aller sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Je ne vais jamais sur LinkedIn. Va pas sur LinkedIn. Peu importe où, et tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de t'aider. J'ai plusieurs personnes qui entrent en contact avec moi par les réseaux sociaux et dont par le podcast, parce que je donne mon adresse courriel qui est le info@commercialserviceimmobilier.ca. Et ça va me faire un grand plaisir de vous aider et de vous donner un coup de main. On se revoit pour l'épisode 10 de la famille, le podcast immobilier. Et si on ne fait pas l'épisode avant Noël, je vous souhaite un très bon temps des fêtes. Amusez-vous en famille, profitez-en, décrochez, allez jouer dehors, faites du ski, faites un bonhomme de neige le jour où on va avoir de la neige et profitez-en. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine.